Bonjour à tous, ou bonsoir pour cet après-midi. Bienvenue à tous pour cette nouvelle session en direct, comme on le fait assez régulièrement. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois avec Tino, avec moi, avec grand plaisir. Hein. Je pense que vous me connaissez déjà assez bien. On fait pas mal d'événements ensemble. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je te laisse Tino dire un petit mot de présenter. Je sais pas, quatrième ou cinquième webinaire avec toi. J'ai toujours un grand plaisir. En plus, on achève pratiquement le premier trimestre de l'année 2026. Ouais. Trimestre agité, Ouais. légèrement agité. Donc, bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais en général, quand c'est agité, c'est également source d'opportunités. Voilà, c'est ce qu'on disait un peu avant de démarrer. C'est Ouais. vrai que quand les marchés sont agités, souvent, malheureusement, eh bien, on sent que les gens, de manière générale, s'intéressent moins à la bourse, alors que c'est là qu'il faut s'y Là, quelle intéresser, opportunité. précisément. Ouais. Donc, quand il y a des opportunités, donc c'est le moment justement. Mais si on n'a pas envie, on a moins envie d'ouvrir les portefeuilles parce que les lignes qu'on a, elles ont pu baisser, etc. Mais c'est là qu'il faut faire l'effort, se prendre en main et prendre son argent en main, comme dirait un ami à moi, Mathias Batino. Et du coup, voilà, essayer d'ouvrir son portefeuille, essayer eh bien, de profiter des opportunités s'il y en a. Voilà. Donc moi, j'ai l'étiquette analyste technique, on va dire, plutôt, même si je touche un petit peu à plusieurs choses. Je suis un passionné surtout d'économie, d'analyse donc technique, fondamentale aussi. Et voilà, je suis sur tous les réseaux sociaux. Vous tapez Tino Bourse sur un peu partout et vous trouverez un petit peu tout. Voilà, donc c'est un plaisir de te retrouver, Gilles, et vous tous. Voilà, c'est ça. Merci bien. Ok, donc on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet directement. En attendant, donc vous avez peut-être sûrement compris le concept, hein, on attend de vous que nous envoyiez, que nous suggériez des noms d'actions qu'on va analyser. En attendant qu'il y ait plus de monde qui arrive, pour pas rester là à attendre qu'il y ait plus de questions, de commentaires, on va commencer avec quelques actions déjà. On est venu avec une petite liste d'actions. Entre-temps, n'hésitez pas à poser vos questions, vos listes d'actions, vos suggestions sur le chat. Euh, ouais, je vais régler. Il y a je pense de mon côté, je vais régler ça dans tout de suite là. Hop, hop, je vais déjà couper ça là déjà de mon côté normalement. C'est réglé. Je vais l'améliorer après. On va prendre la parole. Donc, on va commencer avec quelques actions. J'ai pensé qu'on allait, vous connaissez déjà le service, hein, investingpro.com. Les profits, hein, ce sont des suggestions d'actions qu'on partage avec nos membres mensuellement. On a une nouvelle liste. Donc, je me suis dit, pour commencer avec quelques actions qu'on avait ajoutées aux listes françaises. Hein. Il y a beaucoup de pays qui sont couverts. On va rester sur les actions françaises. Je pense que c'est les intéresse le plus. Parmi celles qui ont été rajoutées au 1er mars, on a cette liste-là. On va avoir quelques vues pour commencer. On a qu'on reçoive de plus en plus de questions et de questions de votre côté. En toute transparence, on a quelques actions qui sont encore bien en hausse dans le portefeuille, mais avec un dernier correctement sur le mois de mars. Voilà. Les actions, hein, comme toute la bourse, ont pris un petit peu pris cher, donc le portefeuille il surperforme quand même le CAC 40 hein, sur le mois de mars. Hein, on est à moins 9% quand le CAC 40 est moins 10. Et voilà, justement, on va commencer à voir sur ces titres, hein, lesquels sont encore intéressants. Justement, Tino le disait tout à l'heure, hein, quand il y a une baisse comme ça, c'est le moment d'en profiter. En plus, fondamentalement, ces titres-là ont été positionnés, on va voir pour quelles raisons. Et on va voir Tino surtout va nous dire est-ce que le moment est moins opportun pour rentrer sur ces titres-là qui ont pas mal corrigé, qui ont des fondamentaux solides à croire à nos modèles. Et Tino va nous dire tout à l'heure, est-ce que ça vaut le coup? Je vais commencer avec Accor, c'est celui qui a le plus perdu depuis son introduction le 1er mars. C'est normal, hein, l'hôtellerie et loisirs, les voyages. Quand il y a une guerre, c'est parmi les titres qui faiblissent le plus rapidement, qui sont le plus impactés, pour raison. Donc, on va voir hein, sur le titre Accor, déjà, pourquoi le modèle s'est intéressé au titre Accor, quels sont les fondamentaux, quelles sont les raisons
qui ont attiré l'attention du titre Accor sur le modèle. On a toujours des petites explications, la raison des titres, c'est ce qui rend aussi tout l'outil assez intéressant à transparent, mais aussi il vous aide à en apprendre plus. D'accord, a été sélectionné par le modèle pour le momentum fort et l'accélération qu'il y a eu vers la fin février, au mois de février. Sa croissance rapide et ses valorisations attractives, disons un petit peu, euh, qui a progressé d'environ 18% sur les 6 derniers mois et c'est une près du plus haut de 52 semaines, donc du plus haut annuel, tout en restant environ 14% en dessous de ses objectifs de juste valeur et des analystes autour de 56-58 €, ce qui signifie que le cours dispose encore d'une marge de progression. L'activité elle-même tourne à plein régime. On a une annuelle augmentée de 13% en données comparables. Le revenu par chambre au quatrième trimestre qui a bondi de 7%, bien au-dessus des attentes, qui a eu une bonne dessus, et le réseau hôtelier s'étend rapidement avec plus de 200 000 chambres dont le pipeline, nouveau plan de rachat d'actions de 400 millions pour renforcer la confiance avec la Coupe du Monde 2026 à venir et 9 analystes sur 9 recommandant l'achat fort sur accord. La configuration semble prometteuse. Pour rappel, ce commentaire-là, il a été fait au 1er mars. Hein. Ça fait moins d'un mois, mais vu l'actualité actuelle, ça fait vraiment très longtemps. Donc, il y a des informations ici qui restent toujours extrêmement pertinentes et à prendre en considération la correction qu'il y a eu aussi avec la guerre et l'actualité actuelle. Le titre garde quand même un potentiel haussier de 19% par rapport à sa juste valeur, par rapport aux fondamentaux financiers purs du titre. On a les analystes et les analystes pour le titre qui ont une moyenne, une cible moyenne autour de 56 € contre 40 € actuellement. Donc, là aussi, il y a un bon potentiel aussi à aller chercher sur des horizons ici, sur des horizons de 12 à 18 mois. Donc, c'est du moyen long terme. En termes de santé financière, on a une bonne performance, un score de 3/5. On a un petit peu la trésorerie, le momentum des prix, bien évidemment, et la valorisation qui pêche un peu, mais on a une bonne croissance et une bonne rentabilité sur Accor. On a les points positifs et points verts sur le titre. On a la direction qui rachète des actions de manière agressive, l'augmentation des dividendes pendant 3 années consécutives. Les investissements d'Espérance soient quand même rentables cette année et elle a été rentable sur les 12 derniers mois. Par contre, l'action s'est mal comportée au cours du dernier mois. On a vu, on a fait un point plutôt rouge sur le titre. Sachant tout cela, sinon, hein, sur les fondamentaux, Accor, c'est un groupe quand même extrêmement solide, qui souffre beaucoup avec l'actualité récente. Euh, Il y a pas mal de. Tu m'entends, Gilles, ou pas? euh, Ah, apparemment, tu m'entends pas non plus. oui, je me lance ça. Après, oui, je suis en train Tu, de regarder tu les veux, commentaires. tu veux que je prenne la main, Gilles, peut-être le temps que tu. Petite accord. Euh, voilà. D'un point de vue timing hein, et d'analyse technique, Tino, de ton côté, je remets le champ Oui, pas de comme problème. Je vais te aussi. prendre la main, ouais, le temps que tu ranges le son, apparemment. Je crois que moi, ça a l'air d'aller. Si vous pouvez me faire un retour dans le chat. Et du coup, je vais prendre le relais concernant les actions citées. Hop. Voilà, ça devrait fonctionner. Hop. Donc, vous me dites hein, si mon son à moi va bien ou pas, s'il n'y a pas trop d'écho. Normalement, ça doit être bon, mais on ne sait jamais. Du coup, on était sur Accor. Moi, j'étais déjà sur Carrefour. Mais il y en a plusieurs que Gilles vous a montré. Donc, il y a le titre Accor. Alors, Accor, effectivement, vous l'avez vu. Bon, avec le contexte, etc., il y a eu un repli. Donc, la question est de savoir si ce repli est une opportunité. Euh, Évidemment, pour moi, c'est un titre qui évolue dans une espèce de très léger range, on va dire. Allez, si je suis plus, voilà, on va dire quelque chose comme ça. Et lorsqu'on avait fait l'analyse de ce titre Accor au mois de février 2026, on disait que, bah, effectivement, c'était un titre en tendance
globalement haussière, mais que ben, voilà, par le passé, toujours au-dessus des 45, il faut toujours être un petit peu méfiant, un petit peu vigilant. Et donc, c'est ce qui s'est passé malheureusement encore une fois. Alors, il y a un contexte géopolitique, etc., qui a fait que, il y a toujours une excuse, entre guillemets, du marché. Mais malgré tout, voilà, le titre a quand même abandonné un truc comme 25%. Alors, évidemment, déjà, Accor, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une belle valeur. En termes de fondamentaux, c'est quelque chose de relativement solide. En termes de valorisation, pour moi, on était arrivé sur les 45 à des niveaux de valorisation quand même, voilà, un niveau bien valorisé. Et là, effectivement, la question est de savoir si on a déjà un premier repli. Alors, moi, évidemment, ça peut, hein, on peut très bien avoir les 37 ou les 38 euros qui sont un point bas, tout est possible, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, je serais un petit peu plus gourmand, un petit peu plus gourmand sur le titre Accor. Et vous voyez, la première zone, en fait, est une zone qui est ici, qui se situe entre les 32 et les 35 euros. Voilà, globalement, c'est la première zone qui serait vraiment intéressante et première zone qui pourrait se retrouver comme une très grosse opportunité si véritablement on vient plutôt toucher le bas de canal. Voilà. Donc le bas de canal long terme, hein, là je suis en graphique mensuel. Hein. Quand vous voyez un N comme ça, c'est que ce sont des graphiques mensuels. Et vous voyez que c'est un graphique qui date quand même pas d'aujourd'hui, puisqu'on a un graphique de 1992 à nos jours. Et donc vous voyez que ici en 92, ici en 94, ici en 95, ici en 96, ici en 2008, 2009, 2011, 2020 et même 2022, on a touché ce support. Donc, en fait, pour moi, ici, on est sur une opportunité légère. Voilà. En ce sens que si vous voulez absolument acquérir de l'accord parce que votre femme ou votre mari, c'est le numéro 4 chez Accor, et que vous voulez absolument acheter de l'accord et que vous voulez absolument avoir Accor en portefeuille, pourquoi pas, mais de mon humble avis, gardez un petit peu de cash quand même pour renforcer, surtout d'abord sur cette zone, encore une fois, des 32 à 35 euros qui seront, voilà, à mon avis, une première belle zone. Et donc la seconde, alors la seconde, je peux pas vous donner, parce que ça va dépendre si on baisse d'un coup ou si on met beaucoup de temps à baisser, hein, la zone ne sera pas du tout la même, mais vous avez bien compris, globalement, ça devrait être entre les 24 et les 27 euros. Voilà les deux zones. Pas de sujet sur la qualité du titre, hein, Accor, ça reste un très beau groupe. Et, euh, et ça reste quand même une action, pour moi, de qualité. Alors, ce que je vous propose, en attendant que Gilles, je vois qu'il y a il y a déjà des demandes sur des actions. Ce que je vous propose, je vais vous faire une réponse en direct, parce que je vois qu'il y a déjà des questions. Et là, on me demande, Jean-Charles me dit bonjour, parce que je vois le chat. Hein. J'aimerais bien votre avis sur Booking qui perd 22% depuis le début de l'année et sur le risque de disruption par l'IA. Alors, ben, on va regarder ça, j'en serai avec plaisir. Donc, Booking, très très belle action, hein, qui n'a fait quasiment que monter. Moi, je suis consommateur beaucoup, un peu trop même peut-être des fois de Booking. En tout cas, je trouve que le site est canon, je trouve que c'est facile. Voilà, c'est le business en lui-même. J'ai pas trop de doutes moi. Donc, pour répondre à la deuxième partie de ta question, de votre question, Jean-Charles, voilà, j'ai pas forcément de doute sur le risque de disruption. Je pense que ça peut arriver, mais c'est peut-être pas pour demain matin. Maintenant, Booking, pour moi, c'était arrivé sur des niveaux de valorisation quand même relativement élevés. J'ai pas le price earning ratio en tête, mais je crois on était quand même bien élevé. Donc, franchement, je suis pas trop surpris. On en avait parlé dans les analyses hebdo, hein, de Booking. Et je suis pas tellement surpris, pour être sincère avec vous, de la baisse. Donc voilà. Maintenant, effectivement, on revient quand même sur. Merci Eric pour le retour sur le son. Maintenant, voilà, moi je pense, oui, effectivement, il y a un beau repli. Hein, on a dû perdre 15 ou 20%, je crois. Même plus, on a perdu jusqu'à 35%. Mais je pense qu'en fait, on est potentiellement sur quelque chose qui est une phase de digestion. Et sur Booking, pour moi, je serais pas surpris, en fait, si vous voulez, qu'on ait une phase un petit peu. Alors, encore une fois, je simule ce qui peut potentiellement arriver, mais je serais plus sur une phase de digestion, comme sur beaucoup de titres comme ça, notamment américains. C'est un petit peu moins vrai, hein, sur l'Europe et la France, notamment. Mais sur des titres comme ça, qui ont eu quand même des belles exponentielles, je serais pas surpris qu'on ait une phase de digestion sur plusieurs mois, voire peut-être même sur plusieurs années. Donc voilà, il faut laisser mûrir.
Oui, on peut déjà, si on est un peu gourmand, on peut déjà viser des premières zones, notamment la zone des 3004, etc. Idéalement, vraiment, la première zone intéressante pour moi, vous voyez, c'est cette zone des plus hauts là. Des plus hauts de 2018, de 2021, de 2022 également. Vous voyez, toute cette zone-là, qui serait vraiment une zone intéressante. Donc, idéalement, aller chercher au plus près de cette zone, en tout cas sous les 3002 et idéalement proche des 2005, 100 dollars, qui peut être vraiment pour moi intéressante sur ce titre-là. Voilà. Donc je serai, comme beaucoup de titres actuellement, pas tous, il y en a certains qui sont déjà revenus, on pourra regarder notamment Microsoft, qui est quasiment déjà sur un premier niveau d'investissement. Si ça vous intéresse, vous me le direz dans le chat et à ce moment-là, je vous ferai l'analyse. Mais Booking, pour moi, ne fait pas partie de ces titres qui ont touché encore les premières zones. Même si la baisse peut être impressionnante, 25-30%, je pense qu'il faut être encore un petit peu plus patient. Ensuite, qu'est-ce que... Alors, je prends dans la foulée. Hein. Je prends dans la foulée, vous m'en voulez pas. De CRSI, alors magnifique parcours de CRSI, qui a bien impulsé d'ailleurs encore aujourd'hui. De CRSI, voilà, on le voit encore aujourd'hui, elle prend 12%, c'est assez spectaculaire. Depuis le breakout ici mensuel, on le voit, il y avait une belle zone de résistance ici en 2022, 2024 et même ici en 2025. On a breaké et on s'est envolé. Il y a eu des petites phases dans l'envol qui auraient pu être achetées en mode swing trading, notamment les petites phases de congestion. Là, j'ai zoomé, vous voyez, quand vous voyez le J, là, c'est un journalier. Donc, il y a eu des petites phases de congestion. Et là, d'ailleurs, il y a eu une phase très récente, là. Regardez cette phase de compression, hyper intéressante. J'ai pas regardé, mais j'imagine qu'il y a eu une réduction des volumes. Voilà. Vous avez vu la baisse des volumes. Hein. Ça, c'est des zones, c'est des choses qu'il vous faut repérer. Alors, c'est plus en mode swing trading qu'en mode investissement long terme. Mais on peut mêler les deux. C'est pas du tout interdit. Et ce qui est toujours intéressant de regarder, vous voyez, un petit setup que je peux vous donner, très facile, hein, encore une fois, moi j'utilise des graphiques le plus simple possible. Vous mettez simplement une moyenne mobile à 200 jours, vous voyez, comme ici, là, elle est là, ici marquée en bleu. Vous regardez la pente de cette moyenne mobile, il faut qu'elle soit haussière, c'est le cas pour de ces RSI. Idéalement, il faut que le titre soit au-dessus de cette moyenne mobile à 200 jours, c'est le cas également. Et idéalement, il faut une réduction de la volatilité. On le voit, hein, regardez la volatilité qu'il y a là qui est énorme et la volatilité qu'il y a ici qui est très petite. On finit même sur un inside bar, un inside D, c'est-à-dire une bougie qui est là, qui est à l'intérieur de la précédente, vous voyez, qui est comprise à l'intérieur de la précédente, et des volumes qui sont en fort chute. Et en général, quand vous avez un breakout de ces figures-là, on l'a eu ici avec le breakout de cette résistance oblique ici en pointillé, et je vais la mettre en rouge pour que ce soit plus lisible, mais généralement, derrière, on a de la volatilité intéressante à exploiter, et là on l'a vu, vous voyez, avec derrière la cassure, le pullback, et derrière le redémarrage. Donc pour de ces RSI, pour moi l'objectif il est assez clair, sur du court terme en tout cas, c'est de revenir tester, voire casser le plus haut. Par contre, attention, même si rien n'est certain en bourse, bien évidemment, il faudra faire attention à la cassure de ce top-là, parce que généralement, quand vous avez une cassure, ben, vous avez le break, et c'est là où souvent il y a beaucoup d'investisseurs, notamment particuliers, qui achètent des breakouts de nouveau plus haut. Ça engendre une petite hausse, des fois de quelques heures ou de quelques jours, mais généralement derrière, vous avez une prise de bénéfice. Voilà. Donc il faut faire attention de ne pas se retrouver dans cette prise de bénéfice-là. Ça change rien à la tendance de fond, parce que la tendance de fond, elle restera haussière, il n'y a pas de sujet pour le moment. Mais en tout cas, faites gaffe, il vaut mieux rentrer dans des réductions de volatilité dans des tendances haussières que lorsque vous avez des gros volumes. Regardez les volumes là comme ils sont élevés, hein. Voilà, les volumes ici. Et regardez, là, souvent sur les réseaux, vous entendrez dire une erreur fondamentale. Hein. Il y a beaucoup de traders, de créateurs de contenu qui vous disent qu'il faut rentrer sur des actions quand il y a beaucoup de volume. C'est totalement faux. D'ailleurs, vous vous apercevrez que les pics de volume sont souvent des pics. Voilà. Regardez ici le pic de volume. Le pic de volume correspond au plus haut. Voilà, sur le graphique. Donc, toujours faire très attention quand vous avez beaucoup de volume. Beaucoup de volume, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a beaucoup de gens qui achètent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'échangent des titres. Donc, il y a beaucoup d'acheteurs et il y a beaucoup de vendeurs également en face. Et souvent, quand il y a beaucoup de vendeurs, ben, c'est souvent des fonds qui ont accumulé des semaines ou des mois avant, qui attirent les particuliers à acheter des titres dans des phases exponentielles comme ça, avec beaucoup de volume, et qui en profitent donc pour sortir
avec une plus-value et sortir avec facilité. Voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire. C'était sur le titre de CRSI. De CRSI. Ça a marché, Gilles, je crois. Ouais. Ouais. Et toi, tu peux la montrer Oui, fondamentalement. fondamentalement. Bon, j'ai manqué le booking, on reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Ah, on va enchaîner quand même. Il y a pas mal de questions sur le chat. Hop, alors. Alors, sur le titre de CRC, ce qu'on peut voir, ce que nous dit les valorisations, fondamentalement, ça a l'air d'être un titre quand même qui est assez surévalué. Alors, on souligne un risque de correction assez important selon les modèles financiers, les 12 modèles financiers qu'on va utiliser pour l'analyse financière pure. On a quand même 3 analystes qui couvrent le titre qui sont eux de l'autre côté plutôt beaucoup plus positifs sur le titre, avec une cible moyenne de 38 €. Sur 3 analystes, vous voyez qu'il y en a un qui est à 24, un autre qui est à 60, donc il y a une fourchette assez large sur les analystes. Et est-ce qu'on peut prendre une moyenne sur 3 analystes? J'aime bien quand il y a un nombre d'analystes un peu plus important qui couvrent le titre. En termes de santé financière, de solidité financière, on est sur une performance plutôt équilibrée, une note de 2 sur 5 pour la trésorerie. On a la valorisation, effectivement, elle est surévaluée, une note de 1. On a le montant de prix, comme on l'a vu avec Tino, qui est très bien noté, 4 sur 5. Et la croissance et la rentabilité qui sont aussi plutôt solides sur le titre. On va voir quelques points positifs et négatifs sur le titre. On a un revenu net, donc qui devrait augmenter cette année. On a des années qui prévoient une croissance des ventes pour l'année en cours. On a un rendement significatif au cours de la dernière semaine. Donc, on a un titre effectivement en hausse. On a des rendements élevés au cours de l'année écoulée. On a un fort rendement sur les 3 derniers mois. Les analystes qui s'attendent à ce que l'entreprise soit rentable cette année. On a quelques points quand même positifs. Par contre, dans le rouge, on va voir les multiples qui commencent à être un peu tendus, qui se négocient à un multiple élevé de valorisation de l'EBIT et de l'EBITDA. Et on a un multiple prix price book en anglais, leur prix valeur comptable, qui est aussi plutôt élevé. Donc, on a des fondamentaux qui commencent à être un petit peu étirés, d'où la valorisation peut-être du titre au prix actuel. Ce que j'ai fait aussi, je vais pas montrer tout à l'heure, mais tous les titres qu'on est en train d'étudier, je vais les rajouter à un portefeuille, à une watchlist, et on fera un petit récap à la fin. Donc voilà pour 2 CRSI. Tino, on va rendre justice à hop, à Kevin, qui a été vraiment le premier à poser une question sur un titre. C'était Valneva. Donc, on va regarder ce que ça donne sur Valneva. C'est une question qui, si tu te rappelles, là, Tino, on l'a déjà eu, Valneva. Je ne sais pas si c'est la même personne ou quelqu'un d'autre qui suit véritablement le titre Valneva. Donc, d'un point de vue fondamental, on est sur une juste valeur de 3,44 € pour un prix actuel de 2,80. Donc, une sous-valorisation de 23%. Donc, il y a un potentiel haussier fondamental sur un horizon de 12 à 18 mois d'environ 23%. On va avoir les analystes qui couvrent le titre. Il y a 6 analystes qui couvrent le titre qui vont avoir un prix moyen beaucoup plus élevé, pratiquement plus du double, à 6,28 €. Donc, il y a des analystes qui sont un petit peu pas euphoriques, mais qui sont très, très positifs sur le titre Valneva. Mais d'un point de vue purement fondamental, on est sur 3,44 € avec une fourchette selon les 12 modèles qui sont utilisés, qui est entre 3 et 4 €. Donc, on a quand même des valorisations extrêmement, je ne vais pas dire extrêmement fiables, mais qui sont bien calibrées. Les 12 modèles différents qui sont utilisés tendent vers une fourchette de prix assez resserrée, ce qui est plutôt positif pour
la fiabilité de la valorisation. Sur la notation, sur une échelle de 1 sur 5, on est sur à 2, performance plutôt équilibrée, avec une trésorerie, une croissance sur rentabilité équilibrée, un montant de prix qui n'est pas très bien noté, donc ça c'est plutôt court moyen terme. On va voir pas mal de rouge aussi sur les données fondamentales. Le RSI qui suggère que le titre en territoire de survente, il y a peut-être une correction, d'où le momentum. On va voir ça tout de suite avec Tino. On a les actifs liquides qui dépassent des obligations à court terme, donc elle n'a pas véritablement de problème d'endettement. Elle peut couvrir ses dettes, du moins à court terme, assez facilement. On a des marges bénéficiaires brutes qui sont très faibles. On a des indices qui s'attendent à ce que l'entreprise soit rentable cette année, qui ne s'attendent pas à ce que l'entreprise soit rentable cette année. C'est selon le modèle, ça peut être ne pas être extrêmement grave. L'action s'est mal comportée au cours du dernier mois. Ouais, on a non rentable sur les 12 derniers mois. Effectivement, après, selon la nature du titre, on peut aller chercher plutôt plus de la croissance que de la rentabilité. Donc, il faut savoir dans quel type de titre on va investir. Si on va chercher de la croissance et qu'elle présente effectivement de la croissance, pourquoi pas, mais on voit ici, même sur la croissance et la trésorerie et la rentabilité, on a une note de 2 sur 5 qui n'est pas véritablement géniale. Donc juste, même sur la croissance, on n'est pas vraiment ici le détail de la croissance. On a la croissance cumulée du free cash flow qui est bien notée, mais on voit pas mal d'autres choses. La croissance du bénéfice par action diluée qui a une très mauvaise note. Toutes les croissances des bénéfices, bien évidemment, sont mal notées. Il n'y a pas de bénéfices dessus. Et voilà. On a un titre fondamentalement qui est pas extrêmement solide, mais auquel on peut s'intéresser plutôt pour une éventuelle croissance. Sur les graphiques, sur le timing, Tino, je te passe la main pour voir ce que ça donne. Ah, pardon. Oui, on a affaire, Oui. là, tu dois m'entendre. On a affaire là, donc secteur biotech, bien entendu. Donc soumis à news. Alors quand je dis soumis à news, c'est pas forcément péjoratif, hein. C'est juste qu'il faut Ah, comprendre aussi que le niveau le niveau comment dirais de risque ne va pas être le même, en gros, que lorsque on est sur de l'investissement, sur des grosses valeurs, sur du luxe, des choses comme ça. Bon, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, là, la semaine dernière, je crois, ouais, c'est ça, c'était lundi de mémoire, voilà, c'est ça, lundi, il y a eu sur Valneva, il y a eu une news en fait qui a pas été terrible, en tout cas mal accueillie par le marché puisque Valneva et Pfizer ont publié des résultats de phase 3 qui étaient d'ailleurs globalement encourageantes pour leur vaccin contre la maladie de Lyme, je crois, avec une efficacité qui est ressortie supérieure à 70%. Mais il y a eu donc deux analyses prédéfinies, mais il y en a une qui n'a pas rempli entièrement, du moins, les critères statistiques principaux. Là, il y a un critère de 20%, etc. Bref, tout ça pour dire que du coup, le marché est pas a des doutes sur le fait que effectivement, ça pourrait être comment dirais-je, ça pourrait être développé, quoi. Donc c'est pour ça que le marché a beaucoup sanctionné. C'est pour ça que vous avez eu une baisse de 20, qu'est-ce que je dis, 20, oui, c'était en séance, 20, jusqu'à même 44%. Elle a fini à moins 39. Bon, voilà. Après, quand je prends, moi, si vous voulez, du recul, là je suis en graphique journalier, mais quand je prends du recul en graphique mensuel, on en est là. C'est-à-dire que vous avez un niveau de support qui se situe globalement vers les 2 euros. Voilà, niveau de support à voir si on y va. On n'est plus très loin, hein. Maintenant, on est à 2,80 €. Et vous avez un niveau de résistance qui a été touché d'ailleurs au mois de février, qui est le niveau des 5 euros, 5,30 €. Voilà. Donc, si vous voulez, entre les deux, mon cœur balance. Là, je pense sincèrement qu'on est proche de revenir à proximité, encore une fois, des 2 euros et qu'il faudra regarder la réaction, donc, la réaction des acheteurs sur ce niveau-là. Après, moi, je suis pas un spécialiste biotech pour être tout à fait
transparent avec vous et honnête. C'est pas un secteur qui me passionne, donc c'est pas forcément un secteur où j'ai développé mes compétences. Je sais en tout cas que c'est un secteur, malheureusement, de manière générale, dans le monde, aux États-Unis, qui peut morfler sur une news. Mais alors en France, c'est d'autant plus le cas. Beaucoup de secteurs et beaucoup de biotech du secteur se sont fait défoncer. Donc, quoi qu'il arrive, si vous croyez en Valneva, pourquoi pas, mais pondérez-le correctement dans votre portefeuille parce que sinon, malheureusement, vous pouvez avoir des surprises. Voilà. Tu veux que j'en prenne Ok. quelques-unes d'autres, Gilles, peut-être? Je remonte le chat. On a eu Valneva. On a Infotel. Infotel, oui. Alors, alors c'est une petite entreprise, mais une belle entreprise. Alors, ça, c'est l'éternelle arlésienne, hein, Infotel, parce que celle-là, depuis que je la connais, on parle d'une OPA, mais qui n'arrive pas. C'est une belle société, même si elle est un peu plus en difficulté, hein, bien sûr, mais c'est une belle société. Je trouve qu'elle revient là pour le coup sur un niveau intéressant. Voilà. J'avais déterminé comme ça à l'avance trois niveaux. Ben, on est sur le premier, vous voyez. Donc oui, effectivement, ça a du sens peut-être d'envisager une première position si vous êtes convaincu par le titre. Il y a une deuxième zone qui est ici, vous voyez, qui est la zone des 21 euros. Et enfin, il y a une dernière, mais là, il faudra évidemment une grosse chute hein, du titre, c'est la zone des 10 euros. Mais déjà, celle-là, voilà, quelqu'un qui a été patient depuis 3 ans désormais et qui a attendu le repli, ben là, effectivement, ça peut être un niveau intéressant. Celui qui préfère attendre un signal complémentaire pour pouvoir y aller, eh bien, ce sera au passage au-dessus de cette oblique ici en rouge. Voilà, si on arrive à breaker cette oblique en rouge et à repasser au-dessus, ben là, on aura un vrai signal acheteur. Voilà. C'est un titre, alors attention, parce que c'est un titre par contre qui est pas très très liquide, qu'il n'était pas beaucoup moi quand je le tradais, et qu'il est, je crois, encore moins. Donc en moyenne, là-dessus, en moyenne, vous avez voilà, 165 000 euros échangés par jour, vous voyez. Donc 165 000 euros échangés par jour, ça veut dire que voilà, il n'y a pas énormément d'échanges. Donc faites attention parce que dans le carnet d'ordre, vous pouvez avoir du spread, c'est-à-dire de l'écart entre l'acheteur et le vendeur. Donc si vous passez des ordres au ATP, au marché, vous pouvez des fois vous faire surprendre. Donc faites attention à ça. Mais sinon, voilà. Sinon, malgré tout, fondamentalement et tout, voilà. Merci à celui ou celle qui nous l'a proposé parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Et effectivement, là, on revient, on revient sur un niveau qui est pas mal, ouais. Ça se regarde. Ouais. Ok, très bien. Je vais voir du côté fondamental qu'est-ce que ça donne pour Infotel. C'est vrai que c'est un titre qu'on regarde pas souvent, hein. Ben ouais, parce que c'est un petit titre. C'est un petit titre et c'est vrai que c'est moins mis en avant sur les réseaux, etc. Bon. C'est aussi pour ça que c'est intéressant ce genre de format. On part toujours avec des idées d'action qui peuvent être très intéressantes, très pertinentes. Alors sur l'affiche, effectivement, on va avoir un titre hein, qui a un beau potentiel de hausse de 36% selon hein, les modèles de valorisation qu'on va suivre. En plus, il y a les 6 analystes qui suivent le titre. Ils sont là pour le coup, là aussi, hein, complètement en ligne avec la valorisation fondamentale. Donc, on va aller chercher des cibles, des objectifs autour de 48, 49 euros sur le titre pour un prix actuel de 35,80. Donc, effectivement, il y a un beau potentiel à aller chercher selon les modèles de valorisation et les cibles des analystes. On a des scores de santé financière, de solidité financière qui sont plutôt bons. On a une bonne performance, hein, une bonne rentabilité, une bonne valorisation, une bonne trésorerie. On a une croissance plutôt équilibrée, Momentum, vous l'avez vu, avec Tino. On va avoir pas mal, uniquement des points positifs hein, qui ont été relevés sur les derniers bilan et état financier de la société. On a un rendement du dividende qui est élevé, qui verse un dividende significatif aux actionnaires. Donc, en plus, va y avoir pas mal de dividendes dessus. Hein. Maintenant
paiement de dividendes pendant 27 années. Donc, on a un titre qui peut être intéressant aussi pour ceux qui vont aller chercher du rendement avec les dividendes. Je vais aller jeter un coup d'œil s'il y a plus. Je vais pas avoir plus. On a quand même un rendement de 5,8% sur le rendement. Donc, effectivement, très bon rendement sur Infotech pour ceux qui s'intéressent également aux dividendes. Pour cette action-là, quand on ne voit pas souvent, j'ai demandé à notre intelligence artificielle. Je lui posais la question, que penses-tu de Infotel? Tout simplement. Sur le résumé, on a quand même effectivement un beau potentiel haussier. On a une recommandation d'achat fort des analystes. Donc, la plupart des analystes sont plutôt à l'achat sur le titre, malgré une performance boursière décevante sur 1 et 5 ans. Les fondamentaux financiers et la politique de dividendes restent solides. Et la société intrigue par ce décalage. On a un potentiel, mais un marché un peu sceptique, bourse en retrait, voilà. Vous allez avoir ici, quand on posait la question, pas mal de détails sur le rendement aussi. On a des rendements à 17, un ROE à 17,7, un ROIC à 11,9, donc des niveaux sains. On a des dividendes servis sans interruption depuis 27 ans et un rendement actionnaire total avec les rachats de 12,9% qui, je crois, Tino, tu vas être d'accord, assez exceptionnel. On a un PER de 11,5, on a un rendement des bénéfices qui sont, voilà, elle est plutôt solide. Pourquoi la décote persistante? On a une croissance en berne, on a un chiffre d'affaires 2025 qui a reculé, donc ce qui est sanctionné. On a un profil très défensif avec un bêta de 0,41. Donc, elle me plaît bien, Infotel. Pour tout vous dire, elle est financièrement solide. On a un bêta pour ceux qui cherchent un petit peu de stabilité dans leur portefeuille, ça peut être intéressant. On a de très beaux rendements avec les dividendes, donc une belle idée. Merci, c'était je dois retrouver le commentaire. Merci à celui qui l'a proposé aujourd'hui. Et en verdict, on a un dossier de rendement solide, sous-valorisé, mais sans catalyseur de croissance majeure à court terme. Si vous valorisez la stabilité, le dividende et la résilience face au cycle, Infotel mérite l'attention. Pour les amateurs de croissance explosive, le marché attend plutôt un signal, une étincelle, un catalyseur. Je le rajoute à notre watchlist, c'est déjà fait. Et on va passer à l'action suivante. Ça te fait sourire, Tino. Non, Les non, petits je commentaires. la vois sur la watchlist, donc ça me fait sourire. Non, non, mais oui, mais en plus, c'est pas, ouais, c'est pas très cher. Hein. C'est pas très cher, ça se paye 11 fois les bénéfices. Bon, c'est des actions effectivement qu'on ralentit en termes de croissance. Donc, c'est normal que les valorisations baissent aussi. Mais si on pense que potentiellement la croissance reviendra, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être intéressant. Ouais. Alors, On nous a demandé Steve. Alors celle-là, elle fait l'actualité. Gilles, si tu veux qu'on la regarde. oui, vas-y. Je te laisse te lancer dessus. Ouais, vas-y. Parce que c'est vrai que celle-là, elle a fait beaucoup l'actualité là ces derniers jours. Je comprends qu'il y ait beaucoup d'attrait sur celle-ci. Bon, Steve, c'est une entreprise déjà qui a été introduite assez récemment, puisqu'elle a été introduite en décembre 2023, vous voyez. Donc c'est une entreprise qui a fait un très très beau parcours. Franchement, pour une IPO, en général, c'est vrai qu'on se plaint beaucoup des IPO parce que souvent bah, elles sont mises en bourse un peu trop cher et derrière on a des sanctions violentes. Donc là, ça n'a pas été le cas du tout pour Steve. On a eu un très très beau parcours. La liquidité d'ailleurs est venue. Et puis on a eu un top également. Là, on le voit aussi avec les volumes qui a été très élevé là ici en août 2025. Et depuis, il y a eu franchement un biseau descendant qui a été très encourageant. Qui pour moi était le signal d'une continuité. Continuité qu'on a eu d'ailleurs sur quelques semaines, hein, puisqu'on avait cassé par le haut, et puis derrière on est revenu ici au niveau des 70 euros. Et puis là derrière on a fait une sorte de consolidation congestion. Il y a eu l'annonce des résultats et les résultats ont déçu. Alors les résultats ont déçu. Bon, les résultats c'est toujours pour moi des interprétations. Le marché estime que les résultats ont été un petit peu décevants par rapport à ce qui était attendu. On attendait tellement aussi de Steve que, bah, à un moment donné, bon, il faut comprendre qu'il y a de la déception. Donc, après,
les niveaux, je pense, qui vous intéressent, c'est les niveaux pour investir. Les niveaux pour investir, moi, il y en a un qui me plairait beaucoup, pour être honnête avec vous, c'est celui-là. Là, c'est tout ce, il y a une belle zone de friction. Voilà, si on met un peu le volume profile, on va le voir. Voilà, toute cette zone, vous voyez, hop, je vais le mettre correctement. Voilà, toute cette zone-là, c'est vraiment une zone qui est intéressante à mon avis. Alors, je sais pas si on va y aller, hein, parce qu'il manque encore, voilà, il manque encore 20 ou 30%. Donc ça fait quand même beaucoup. Bon, vous allez me dire, oui, mais on a quand même déjà baissé de 55, hein, donc on peut faire 30% de plus, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu, même plus, même bien pire. Mais là, oui, sous les 30 euros en tout cas, franchement, là, je serais prêt à faire quelque chose. Pour le moment, je la regarde à titre personnel. Il n'y a pas de signal de retournement là au moment où on se parle, hein, qui est très clair. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas se presser. Et éventuellement, il faudra voir si on vient sous les 30 euros, s'il y a une petite congestion, un petit signal, quelque chose qui nous fait dire que bah, les acheteurs sont potentiellement intéressés. Une réduction de la volatilité, une baisse des volumes, voilà, une congestion, une cassure par le haut, une reprise de la moyenne mobile à 10 jours. Moi, j'aime bien la moyenne mobile à 10 jours. Donc, ça peut être voilà, quelque chose qui nous encourage éventuellement à revenir sur le titre. Voilà, donc évidemment, c'est toujours la même chose. En septembre 2025, celui qui n'avait pas de STIF en portefeuille était un imbécile. Aujourd'hui, c'est celui qui en a qui est un imbécile. Donc voilà, je pense que la vérité est un petit peu entre les deux. Je pense que c'est une très belle société, une très belle entreprise qui avait des attentes qui étaient très élevées. Donc la moindre petite déception, si vous voulez, engendre une correction au prorata. Mais pour autant, voilà, ça ne change pas pour moi quand même les fondamentaux. Et encore une fois, c'est une opportunité peut-être ici. Je crois on valorise encore 17 ou 18 fois les bénéfices là-dessus. Tu diras, ça m'intéresse, tiens, peut-être. Mais je pense que vraiment, voilà, vraiment, si on revient dans cette zone-là, sous les 30 euros, ça peut être une belle zone à suivre. Encore une fois, il faudra que ce soit validé par les acheteurs. Voilà. Mais très belle société. Enfin, moi, je trouve que c'est une belle société. On n'en a pas beaucoup des sociétés quand même comme ça en France. Donc, euh, donc voilà, belle société. Juste, soyons exigeants. D'autant qu'on est quand même dans des marchés qui sont agités, vous le voyez. Donc, si les marchés venaient à baisser un petit peu plus, ben Steve, mine de rien, je pense qu'elle souffrira elle aussi un petit peu plus. Donc, voilà, soyons Ouais. gourmands sur ce dossier-là davantage. Voilà. On- On peut se parler parfois, pas trop, mais oui, et il faut savoir se mouiller, prendre le risque. Ouais, je vais juste prendre la main dessus Vas-y, prends la main. et on va enchaîner après. Hop. Donc voilà, sur Steve, effectivement, on a de très très beaux de très belles performances financières, hein. On a un score de très bonne performance de 4 sur 5. C'est pas toutes les sociétés qui vont avoir un si beau score. On va avoir surtout la croissance et la rentabilité qui sont excellentes sur le titre. On va avoir quand même une trésorerie aussi qui est très solide. Le momentum, qu'on vient de le voir, qui est un petit peu pénalisé, et la valorisation dans son secteur qui est aussi plutôt moyenne. On a les analystes, les 4 analystes qui couvrent le titre, qui sont très positifs, qui ont un objectif moyen de 85 €. Nos modèles financiers en interne, c'est autour de 50 €, donc il y a quand même un beau potentiel haussier sur le moyen long terme. Donc si on arrive sur les prix dont tu as parlé, Tino, hein, ça va être encore plus intéressant. Mais voilà, financièrement, ça reste quand même une boîte très solide. Il y a pas mal de points positifs dessus. On va faire attention, forte baisse sur la dernière semaine, bien évidemment, qui s'est mal comporté sur les cours, et une forte baisse, hein. Vous voyez, les lignes rouges sont tous sur la dernière correction baissière du titre, mais sur des éléments financiers, on est plutôt dans le vert, des marges bénéficiaires qui sont impressionnantes, des analystes qui s'attendent à ce que l'entreprise soit rentable. On a un rendement élevé sur dans la décennie quand même, c'est sur le long terme. C'est quand même aussi important de prendre en considération. Sur l'intelligence artificielle, on va voir rapidement. Alors, c'était pas celui-là. On va sur le titre, hein, quand même, voilà, solide financièrement.
et on a des objectifs autour de 80 € pour les analystes et autour de 50 € sur le modèle. On va l'ajouter, on va regarder à la fin. Hop. Et je voulais revenir sur la suivante pour enchaîner. C'était Hervé qui avait parlé d'Infotel et il proposait aussi Sopra Steria. Donc on va enchaîner hein, sur Sopra Steria, si tu veux bien, Tino. Je vais en parler et je te passe la main. Je vais voir ce que ça donne financièrement. Là aussi, on est sur une action plutôt solide. On a un très mauvais momentum des prix. On a peut-être une correction baissière qu'on va voir avec Tino. On a les trésoreries, la croissance et la rentabilité qui sont plutôt pas mal notées, surtout la rentabilité qui est sur 3 sur 5. Une juste valeur de 168 selon les modèles et les analystes. Là, il y a quand même 12 analystes qui couvrent le titre, ce qui commence à être un peu plus intéressant avec un prix moyen autour de 190 €. Donc, que ce soit les fondamentaux, que ce soit les analystes qui couvrent le titre, sont plutôt positifs sur le titre avec un beau potentiel haussier à moyen long terme. On va voir le ratio PER qui est faible, qui peut être intéressant, donc pas cher. On a le rendement pour les actionnaires qui est élevé. On a la valorisation qui implique un faible rendement des flux de trésorerie disponibles. Les multiples bas de valorisation des revenus et les analystes qui attendent à ce que l'entreprise soit rentable cette année, rentable sur les 12 derniers mois. Par contre, elle souffre de marge bénéficiaire brute faible. Le prix qui a baissé et l'action qui a subi une forte baisse au cours des 6 derniers mois et des 3 derniers mois. Donc, un titre plutôt sur une phase de correction, comme on avait dit au tout début. C'est justement parfois là qu'il y a les opportunités les plus intéressantes. Un titre en forte correction baissière et avec une bonne santé financière, c'est un petit peu le combo qu'on va surtout aller rechercher quand on construit son portefeuille d'un point de vue technique. Tino, ça donne quoi sur Sopra Steria? Ouais, bah écoute, je vais mouiller un peu. Moi, c'est un secteur quand même qui a énormément baissé parce que, évidemment, bah, c'est un secteur qui a souffert, L'IA. qui souffre ouais, voilà, de l'IA, etc. Donc maintenant, la question est de savoir si vraiment l'IA va tuer ces sociétés-là. Ce qui est possible, hein, tout est possible. Encore une fois, moi, Ouais. je pose juste des scénarios et on essaie de faire des probabilités. Est-ce que l'IA va tuer définitivement ces sociétés? Et si oui, est-ce qu'elle va les tuer demain matin? Voilà. C'est ça la deuxième question. Alors, est-ce que ça va les tuer définitivement dans quelques années? C'est possible. Encore une fois, je suis pas expert et je pense que même les experts en réalité le savent pas vraiment. Et puis, on oublie aussi que ces entreprises-là auront peut-être la capacité de se servir de l'IA aussi, peut-être. Donc ça aussi, c'est quelque chose que voilà qu'on sait pas trop. Et après, voilà, est-ce que ça va tuer ces sociétés demain matin? Là, franchement, j'en suis pas convaincu. Ce que je vois, moi, techniquement, par contre, alors fondamentalement, tu l'as dit, bon, c'est quand même pas mal. Ça se paye 8 fois les bénéfices. 8 fois les bénéfices aujourd'hui, Sopra Steria. Donc, autrement dit, ça se paye vraiment sur des niveaux de valorisation vraiment peu élevés. Encore une fois, c'est peut-être justifié, mais en tout cas, factuellement, c'est des niveaux de valorisation peu élevés. Moi, ce que je constate, c'est que c'est un titre qui évolue dans un canal haussier de long terme. On a un graphique quand même là aussi de 1992 à nos jours. On n'a pas un graphique de 6 mois, hein. On n'est pas sur du trading, on est sur du très 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 long terme. On est sur 40 ans quasiment. Moi, ce que je vois, c'est qu'on n'est plus très loin, voire même on a touché. Bon, ça je l'avais dessiné il y a déjà quelques temps. C'était la zone que j'attendais. Honnêtement, je ne savais pas si on allait y aller. Ben, on y est quasiment, voire on a même touché un petit peu le haut de la zone, donc entre les 97 et les 114. Et en plus, lorsque je regarde le passé et que je mets une moyenne mobile ici en bleu à 200 mois cette fois-ci, puisque je suis un graphique mensuel, eh bien, regardez, à chaque fois qu'on est allé légèrement gratter dessous cette moyenne mobile, oh, pardonnez-moi, à chaque fois qu'on est allé gratter ici en 2001, ici en 2003, ici en 2009, ici en 2012, à chaque fois qu'on est allé dessous, chaque fois, ça a été de belles opportunités d'achat pour les 10 années qui ont suivi, quoi. Alors, est-ce que cette fois-ci sera différent? Moi,
J'en sais rien. Je dis juste qu'à mon avis, à acheter du Sopra Steria, il vaut mieux l'acheter dans cette zone-là que dans cette zone-là. Voilà, Mmh. c'est plutôt mon avis. Donc, si vous êtes intéressé par Sopra Steria, si vous êtes intéressé par ce secteur-là, à condition de le pondérer dans un portefeuille long terme correctement, en diversifiant, etc., parce que oui, c'était quand même un secteur qui peut, à un moment donné, avoir des problématiques plus graves à cause de l'IA, bah à ce moment-là, et que Sopra Steria vous intéresse, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, je pense alors c'est pas tout à fait, ils font pas tout à fait les mêmes choses, toutes ces boîtes, mais je pense à des SAP, je pense à des Capgemini, je pense à toutes ces valeurs-là, qui ont SideTrade pour le plus petite, voilà, mais toutes ces valeurs-là, à un moment donné, bon, elles ont été quand même fortement impactées, et parmi ces valeurs-là, une de celles qui ressort les moins chères, effectivement, aujourd'hui, vous avez Sopra Steria. Aux États-Unis, vous avez aussi du Adobe. Encore, c'est pas tout à fait le même secteur, mais c'est des secteurs qui sont quand même tout ce qui est software, tout ça, qui ont été impactés fortement. Vous avez quoi d'autre? Enfin bon, il y en a beaucoup parce que c'est des secteurs qui ont explosé aussi et qui ont fait aussi une belle partie de la performance des indices américains et notamment du Nasdaq ces dernières années. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà. Moi, Gilles, mon avis, c'est que avoir du Soprasteria en portefeuille, du moment où c'est correctement pondéré, je trouve que ça a du sens. Voilà, encore une fois, du moment où c'est correctement pondéré. Et l'avoir sur ces niveaux de prix, quelqu'un qui me dit, moi, je paye du Soprasteria vers les 100, admettons, valoriser 8 fois les bénéfices, je peux pas lui dire, je ne peux pas lui dire que la logique n'est pas bonne. Voilà. Donc, soit vous êtes convaincu que l'IA va tuer cette entreprise et à ce moment-là, vous prenez pas du tout. Soit vous n'êtes pas totalement convaincu et à ce moment-là, vous pouvez éventuellement investir un petit peu dans ces valeurs-là. Il y a une deuxième zone au cas où de renfort, voilà, qui est ici. Mais déjà, la première sera déjà pas mal. Voilà. Après, il faut avoir une horizon de temps long, hein. C'est-à-dire que là, on ne cherche pas le point bas, hein. C'est pas du Ouais, trading, hein. Là, oui, peut-être que vous allez payer les 100 et peut-être qu'elle va descendre à 60, mais peut-être que dans 10 ans, vous serez content de l'avoir payée à 100 et qu'elle soit à 240 et qu'elle ait fait fois 2,5, quoi. Donc c'est ça aussi qu'il faut regarder. Sinon, on fait du trading, on essaie d'avoir le point bas, ce qui est extrêmement difficile, croyez-moi, et Gilles aussi le sait. Donc voilà. Mais pour de l'investissement, c'est une zone d'accumulation. Voilà. OK. On va enchaîner avec Roman qui a donné une assez longue liste de titres. On va en prendre les 3 premières. Il nous a demandé donc Marvell, Marvell Technologies, BYD et Capcom. Donc, Marvell, BYD, Capcom. Technologie. Alors, Marvel Technologie, bah, le graphe est vraiment joli, hein. C'est vraiment un graphe joli. C'est un graphe bah, très intéressant parce que c'est un graphe qui était. Voilà, vous avez vu, c'est des graphiques qui font rien pendant des fois, vous voyez, pendant 20 ans. C'est 20 ans où le graphique ne fait rien. Et puis tout à coup, paf, vous avez un breakout, etc. Donc c'est intéressant. Donc je connais pas bien la société, donc je vais pas m'attarder sur le fondamental. Ce que je vois toutefois, c'est que voilà, c'est à peu près clair, c'est même très clair. Vous avez là aussi, regardez la beauté quand même. Moi, c'est pour ça que j'adore l'analyse technique. C'est quand même très très beau. Voilà, hein, on voit la précision quand même, hein. Regardez les points bas, ils sont vraiment très précis. C'est pratiquement au dollar près, hein. Donc ça, c'est intéressant et je pense qu'il faut s'en servir comme de repère. Voilà, et se dire que bah, effectivement, un repli à proximité de cette zone-là peut être une opportunité d'achat. Voilà, donc repli à proximité du support, potentiellement vers les 60 dollars, possibilité de renfort supplémentaire dans cette zone-là qui me paraît intéressante. Ça correspond au plus haut de 2020, au plus bas de 2021, au plus bas de 2022. Donc toute cette zone-là, vous aurez également la moyenne mobile. Regardez la moyenne mobile mensuelle. Regardez, très intéressant aussi. C'est les points de repère qu'il faut garder. Je zoome un peu pour que ce soit assez clair. On le voit. Voilà. La moyenne mobile ici, là, elle a fait support ici, doublement support, support là. Donc si elle arrive ici aussi, dans cette zone-là, ça peut être une belle zone, éventuellement aussi en cas de repli supplémentaire. Donc, je résume un petit peu. Pour moi, c'est une tendance haussière. D'accord. On le voit aussi. La moyenne mobile est en dessous. Elle est haussière. Pour moi, on est dans une construction ici et une construction qui pourrait repartir à la hausse. Donc, la question dont je n'ai pas la réponse, c'est est-ce qu'on va avoir un repli avant qui nous permettra de rentrer sur le titre
pour éventuellement tenter de l'achat et aller retrouver des plus hauts historiques, parce que ce sera l'objectif, hein, acheter sur repli une valeur haussière de long terme pour essayer derrière de viser des plus hauts historiques, ou est-ce que directement on ira chercher des plus hauts historiques, et dans ce cas-là, très certainement que l'opportunité long terme, on la loupera, mais vous pouvez compenser en allant chercher du coup une stratégie de trading court terme. Alors, j'ai pas regardé, hein, mais stratégie de trading court terme. Là, par contre, voilà, si vous avez, par exemple, une congestion qui se forme, voilà, avec une sorte de figure comme ça, avec un creux, une tasse avec anse, une réduction de volatilité, bah, à ce moment-là, vous jouez la cassure avec une invalidation. Mais là, c'est la stratégie. Donc là, vous jouez la cassure, par exemple, des 103, une invalidation sous les 92, 93, et vous allez chercher un plus haut historique à 127, 128 dollars. Mais là, on est, voilà, encore une fois, on est sur deux manières elles sont compatibles, on peut faire les deux. Hein, c'est pas interdit par la loi, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, même si on interdit tout de nos jours. Mais pour le moment, ça, c'est pas interdit, vous avez le droit de faire les deux. Et en tout cas, pour le court terme, pourquoi pas. Mais pour le long terme, je préférerais être un petit peu gourmand et jouer une phase de repli sur ce titre-là. Voilà pour Marvel Technologies. Tu m'avais dit quoi après, Gilles? BYD? Moi, je vais te laisser les enchaîner les 3, Ouais. BYD, ensuite Capcom. Après, je Alors, ferai un tour. alors, est-ce que c'est celui-là? Parce que je crois que l'autre, est-ce que c'est celle-ci? Ça devrait être BYD. Attendez, C'est je ouais, pense de BYD, voir. mais le problème c'est que je crois elle est cotée. Si c'est des graphiques, si elle est cotée, elle doit être cotée normalement à. Je pense que c'est... Elle doit être cotée à Hong Kong, je pense uniquement. Je crois qu'elle est pas cotée au. Il y a même pas l'ADR, il y a rien là-dessus. Donc, et la troisième, c'est laquelle, Gilles? Tu m'as dit Capcom. 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 On a un fan de gaming. Du coup, c'est en Allemagne alors. Capcom. Capcom, oui. C'est bien en Allemagne. Bon, au pire, c'est l'ADR. Hein. Je vois que oui, c'est Francfort. Ouais, c'est PK. Ok. Ben, ouais. Il faut être attentif et regarder ce qui se passe là, parce que là, on est quand même sur un point, oui, très critique. Donc, ça se regarde. Effectivement, merci à celui ou celle qui nous l'a proposé, parce qu'effectivement, ça se regarde. J'ai pas de réaction au moment où on se parle. J'ai pas vraiment de réaction claire. Pour relancer le titre, il faudra dépasser cet oblique ici. Donc voilà. Minimum. Fais voir en hebdo. Ouais. 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 Minimum, vraiment, si on est agressif, minimum repasser au-dessus de cet oblique ici, là. Voilà. Pour relancer. Mais on est sur un point important. C'est vrai qu'on est sur un point très important. On est sur une zone très importante. Voilà. Après, les fondamentaux du titre, bah, tu vas peut-être en dire deux mots. Il y a une zone de support là qu'il faut vraiment pas lâcher par contre. Hein. Alors autant le support oblique, on peut traîner un petit peu, on peut aller chercher, etc. Mais par contre, la zone ici là, la zone des 15 euros, 14,50 €, faut vraiment la tenir. Parce que si on lâche cette zone là, ce sera pour moi un retour vers les plus bas historiques et là il faudra faire gaffe. Donc en résumé, si vous en avez, il faut vraiment faire attention de ne pas lâcher les 14,50 €. Si vous n'en avez pas et que vous voulez en acheter, pour moi, il faut attendre le passage au-dessus de cet oblique ici en bleu et au-dessus éventuellement de cet oblique ici en rouge, donc un signal acheteur, parce qu'effectivement, on est sur une zone qui peut être potentiellement intéressante. Voilà. Le flux reste baissier, hein. Vous êtes en dessous de la moyenne mobile à 10 mois qui s'est retourné, qui est rouge, donc le flux reste quand même baissier hein, à ce stade. Voilà. Ok. Donc, je sais pas quelle cotation elle suit. Notre ami, c'est une boîte japonaise de la base, Capcom. Je vais prendre le nom. Hop. Donc sur Capcom, hein, j'ai pris tout d'abord la cotation d'origine au Japon, à Tokyo. Hein. Je ne sais pas si c'est les prix qui vous intéressaient. Donc, mais sur les fondamentaux,
on est effectivement sur une société extrêmement solide, hein, Capcom, avec une très bonne, excellente trésorerie, excellente croissance, excellente rentabilité, un très beau momentum des prix et une très bonne valorisation. On a pas mal de points plutôt dans le vert sur le titre, hein, avec un PER faible notamment, le paiement de dividendes sur 35 années consécutives. On a des liquidités qui dépassent les obligations à court terme, par contre, souffre d'une marge bénéficiaire faible, multiple élevé de valorisation des revenus et un prix comptable qui est un petit peu élevé. Voilà, sur Capcom, voilà. Donc, j'ai pris la cotation d'origine au Japon. Si on va sur la cotation en Allemagne, on est autour de 18 €. Voilà, la même chose sur les fondamentaux, bien évidemment. Il n'y a pas d'analyste qui couvre le titre, mais sur les niveaux fondamentaux, on a un objectif de 19 €. Voilà. On n'est pas très loin actuellement, autour de 18 €. Pour notre ami qui m'a donné une très longue liste de titres, j'ai pris le temps pendant que tu regardais, Tino, j'ai mis la liste complète sur Warren AI, sur l'intelligence artificielle. C'est là que ça va nous aider au niveau de l'intelligence artificielle, quand il y a beaucoup de choses à analyser, à regarder. J'ai tout simplement posé les questions. Parmi ces actions, quelles sont les 3 meilleures à acheter actuellement? Donc, pour toi qui as posé la question, j'ai mis toutes les actions et j'ai demandé le top 3. Elle a pris Marvel Technologies, Pan African Resources et Sword Group. On a plus 50% sur Marvel, on a plus 210% sur Pan African Resources et on a un rendement free cash flow solide, PER attractif et dividendes élevés sur Sword Group, qui ressortent comme les 3 actions offrant le meilleur rapport potentiel-risque à l'heure actuelle, selon les données fondamentales, valorisation et dynamique sectorielle du moment. Le trio combine croissance, rentabilité et catalyseur clair, une rareté dans le contexte actuel. Donc, sur la liste, il va donner un petit peu les 3 champions, les profils, on a le prix, on a le potentiel aussi selon les analystes, la croissance, qui va être la croissance IA. Pour Marvel, on a le chiffre d'affaires attendu en forte croissance aussi pour Pan-African, et on va avoir aussi un free cash flow en croissance sur Sword Group. Voilà, un petit peu le PER, le rendement des dividendes, si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, et le petit mot, Leader Tech IA, hausse confirmée. On a un momentum minier cash flow à surveiller sur PAF, et on a un rendement valorisation imbattable sur Sword Group. Bon, ça continue. Pourquoi il a pris? Bénéfice d'une dynamique explosive dans l'IA pour Marvel. Pan African affiche une croissance bénéficiaire et un montant sectoriel exceptionnel, avec un PER dérisoire pour sa croissance. Sword Group qui combine valorisation raisonnable, rendement élevé, cash flow positif et croissance rentable. Un cocktail rare pour l'année 2026. Les graphiques, voilà. Pourquoi pas les autres? Il explique pourquoi il n'a pas retenu les autres. On va pas tout lire. Et la leçon finale qui l'en retire. Voilà. Je vous laisserai regarder. Voilà pour la liste complète et le top 3 qui a été retenu. Sword, qui est une de mes valeurs préférées d'ailleurs, Gilles, à titre Tu l'aimes bien? personnel. Ouais, Ouais. je l'aime beaucoup. Ouais. Et si tu veux, je peux montrer le graphe parce qu'elle est sur Vas-y. pareil, un peu comme c'était laquelle qu'on regardait tout à l'heure, Infotel, un peu comme Infotel. Elle est sur une première zone intéressante. Allez, je te reprends la main pour Vas-y. le montrer parce que je trouve que c'est intéressant ce qui se passe sur Sword. Donc voilà, hop, ça vient, voilà, vous voyez, un petit peu comme c'est propre. Voilà, très intéressant. On est là, hein. Voilà, on est là. Donc toute cette zone-là, c'est une zone quand même qui a été bien travaillée. Alors il y en a d'autres, des zones. Voilà, je peux vous les montrer les autres zones, mais voilà, déjà cette première zone ici, là, la zone des 27 jusqu'à 30 euros, quoi. On est dedans, hein, on est sur le haut de la zone. Bah, c'est vraiment une zone, je trouve, quand même vraiment pas mal. Pour un titre quand même de qualité, voilà, les 2 autres zones, je peux vous les donner, elles sont là. Donc la zone des 22 € et la zone des 13 €. Bon, 13 €, il faudra vraiment un cataclysme. Tout est possible, encore une fois, en bourse. Mais voilà. Mais déjà, ça fait partie des valeurs. Vous voyez, déjà,
c'est ça aussi que la baisse récente nous montre, hein, c'est qu'on commence à avoir des premières opportunités quand même intéressantes sur des beaux dossiers. Parce que souvent, il y a des opportunités sur des dossiers qui sont un peu moyens. En général, c'est les dossiers moyens qui décrochent en premier, et les bons dossiers mettent plus de temps. D'ailleurs, vous voyez, même sur les valeurs américaines, il y a beaucoup de valeurs qui avaient déjà bien décroché déjà début janvier, voire même à la fin de l'année dernière. Et il n'y a que les plus belles valeurs qui mettent du temps à décrocher. Vous avez vu que Google a commencé à décrocher à peine, alors que vous avez ou Nvidia par exemple, hein, qui ont été très très bien. Vous voyez, Google commence à peine à décrocher, hein, à peine. Hein. Donc, vous voyez, moins 21 depuis les plus hauts. Donc c'est pas mal déjà, mais c'est pas encore voilà. Il y a d'autres valeurs américaines. Nvidia, c'est la même chose. Nvidia, elle commence à peine à décrocher. Hein. Elle a un drawdown de 21%. Ce qui n'est pas énorme. On me demandait Nvidia tout à l'heure. Ben, Nvidia, moi, c'est bas de canal. Pour moi, bas de canal. Alors après, on verra si ça y va direct ou s'il y a des rebonds. Mais pour moi, voilà, la zone des 140, 130, on verra. Mais déjà, ce sera une belle zone pour payer cette valeur-là, qui est une très très belle valeur. Moi, c'est une valeur qui m'intéresse, évidemment. Vous avez vu, les chiffres sont spectaculaires, mais j'aimerais l'avoir à un prix un petit peu plus abordable. Donc, vous voyez, Nvidia a bien tenu, Google a bien tenu, Amazon a bien tenu. On me l'a demandé, on nous l'a demandé également dans le chat. Amazon a plutôt bien tenu aussi. Vous voyez, donc effectivement, elle a baissé, mais on peut pas dire que voilà 24%, c'est pas non plus, c'est pas mal, mais c'est pas non plus une opportunité de dingo quoi. Je vous rappelle qu'il y a pas si longtemps que ça, en 2021-2022, elle avait baissé de 56%, 56%. Donc on est encore loin de ça. Sur Amazon, j'ai deux zones, puisqu'on me le demandait, j'ai deux zones 155, 175, toute cette zone-là. Mais là aussi, le bas de canal, alors là, le bas de canal, ce serait vraiment une très très belle opportunité. La seule pour moi des 7 magnifiques qui est revenue un petit peu qui commence vraiment à s'approcher de la zone que j'attends, c'est Microsoft. Ça fait longtemps que j'attendais cette zone-là et on y est quasi. Voilà, elle est là. Vous voyez. Donc moi, c'est cette zone-là qui m'intéresse. La zone des 340, grosso modo. On n'est plus très loin. Hein. On a fait un plus bas à 355. Vous voyez. Donc là, on discute de quelques dollars. Mais ça, c'est une première zone qui m'intéresse. Voilà, Microsoft, et avec un renfort un peu plus bas supplémentaire qui sera la zone des 230 dollars. Est-ce qu'on ira, est-ce qu'on n'ira pas? Ça, c'est pas mon job. Notre job commun, c'est de nous y préparer. Voilà, donc vous voyez, les 7 magnifiques sont un peu dans des états différents, alors qu'à côté, vous avez des valeurs américaines qui se sont faites défoncer. Alors, on parlait tout à l'heure de Adobe, mais Adobe, c'est spectaculaire. Hein. Adobe, regardez ça. Adobe, on est à une baisse depuis les plus hauts historiques. Hein. Je crois que c'est 65 ou 70%. Voilà, 66%. Voyez, c'est énorme. Elle a perdu 2 tiers de sa capitalisation. C'est considérable. Vous avez, tiens Gilles, une qu'on a faite aussi, ServiceNow. Tu sais que tu as écrite dans la newsletter. Ben elle, c'est pareil. Vous voyez, elle a énormément baissé ServiceNow. Elle a perdu depuis ses plus hauts un truc comme 59%. C'est énorme. Et là, ça y est, vous voyez, elle revient sur un niveau intéressant. Niveau de support oblique. Donc, vous voyez, la patience, souvent on dit, mais elle ne perdra jamais 60%, c'est pas possible. Eh ben si, le marché, à un moment donné, il corrige les excès par d'autres excès. C'est la psychologie humaine, c'est comme ça. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez ne pas y croire si vous voulez, mais les graphiques, malheureusement, nous le prouvent à chaque fois. Voilà. Ouais. On va enchaîner avec des suivantes. Bon, on va en prendre deux de Jojo, qui nous vendent GFL Environmental et Republic Services. Je prends la main si tu veux. Vas-y, vas-y. Je te laisse le temps de regarder, c'est grave. Ouais. Alors, on avait dit d'abord GFL Environmental. Donc, sur le titre, selon les modèles financiers, la valorisation, elle est justement valorisée. On a une valeur intrinsèque de 40 dollars. Elle est sur 40, 39, 40, 45, 0,2% de potentiel haussier. Donc, autant dire que la valorisation financière, on est en plein dedans. Par contre, les analystes, on a 12 analystes qui couvrent le titre et on a un objectif de 53 dollars, donc il reste quand même pas mal un peu de potentiel selon l'objectif moyen des analystes qui sont sur une fourchette de 45 et 64 dollars.
comme Carambola actuellement. Donc, ça peut être assez intéressant sur le titre du point de vue des analystes, en tout cas. Sur les fondamentaux, je vois déjà ici deux choses qui sont un petit peu contradictoires. Donc, il va faire attention sur le titre. Sur la santé financière, on est à une note de 2 sur 5, donc une performance plutôt équilibrée. C'est pas nul, mais c'est pas excellent, on a vu mieux. Sur trésorerie, la momentum, la rentabilité, on est sur 2. On a la croissance qui est pas mal, bien notée sur 3 sur 5. Par contre, ici, ce que j'ai vu, il y a actuellement un score de Piotrowski parfait de 9. Score de Piotrowski, c'est une méthode de de valorisation de la solidité financière d'un titre, c'est une méthode faite par Petrovski qui donne une note de 1 à 9, 9 étant une société parfaitement solide financièrement. Donc, selon la méthode de Petrovski, on est ici sur un titre parfait, noté 9 sur 9, donc extrêmement solide financièrement. On a quelques points intéressants. On a les directions qui a racheté des actions de manière agressive, le dividende qui est en hausse, on a un ratio PER faible, on a les analystes qui s'attendent à ce qu'il soit rentable. Dans le rouge, on va par contre avoir un multiple d'EBIT élevé, on va avoir un multiple élevé de bénéfices. Et on a 8 analystes qui ont revu à la baisse leurs bénéfices pour la période à venir. Là, ça, c'est quand même un signal plutôt inquiétant. Sur les 12 analystes, il y en a 8 qui ont revu les bénéfices. Ça, on parle des bénéfices de la société, on parle pas des objectifs de prix. Ici, les bénéfices de la société qui ont été revus à la baisse. On va voir ce qui se passe du nouveau côté des résultats. Elle a eu de très bons résultats, mais les prévisions sont un peu moins bonnes sur GFL Environmental Holdings. J'enchaîne Tino avec la deuxième, Republic Services, et je te laisserai ensuite la main de voir du côté du graphique. Republic Services. Là aussi, par contre, on va avoir une société qui est plutôt solide financièrement, avec une excellente rentabilité. Par contre, on a une trésorerie qui n'est pas très bien notée, pas très solide trésorerie, une bonne croissance. Donc, on a une bonne croissance, une très bonne rentabilité quand même sur le titre. On n'a que la valorisation qui pêche un petit peu. Le modèle estime que le titre est un petit peu surévalué. Elle évalue à hop, ici à 192 contre 224 actuellement. Par contre, les 24 analystes, et un titre qui est bien couvert par les analystes, ont un objectif moyen de 245 qui sont donc un peu plus positifs que la lecture purement fondamentale des modèles financiers. Pas mal de rouge, On a là aussi des analystes qui ont revu à la baisse leur objectif de bénéfices pour les périodes à venir. Non, un multiple des bénéfices élevé, un PER élevé, donc ça se paye cher. On va avoir un multiple élevé de valorisation des revenus et un prix comptable assez élevé. On va voir ici dans les points positifs les paiements de dividendes sur 24 années consécutives. Un acteur de premier plan dans l'industrie des services et fournitures commerciales. C'est toujours bon d'avoir quelques valeurs solides dans leur secteur mmh, pour une bonne assise. Voilà. Pour les deux titres, globalement, on a deux titres qui ne sont pas mauvais, mais qui sont sur des prix plutôt élevés, sans grand potentiel haussier selon les modèles de projection de la valeur intrinsèque, de la juste valeur. Sur le point technique, on va voir Tino qui va nous donner son point de vue technique. Alors, hop, on va démarrer par celle-ci du coup. République Service. Donc, ouais, effectivement, c'est une action qui a vraiment explosé. Donc, j'ai pas grand-chose à dire sur le plan long terme. Franchement, j'attendrai plutôt des replis. Éventuellement à proximité de cette oblique-là, mais elle me paraît quand même très pentue. Donc voilà. Il est possible, le problème c'est que quand vous avez des exponentiels comme ça,
des montées en ligne droite comme ça, vous pouvez à un moment, alors ça peut continuer à monter, hein, bien sûr, quelques temps, mais en général, quand ça se replie, c'est pas forcément une chute qui se fait comme ça. Ce serait trop beau, c'est souvent, ça arrive, hein, mais c'est pas souvent comme ça. En général, c'est plutôt des congestions qui durent pendant un moment avant, plus tard de repartir. Donc la problématique, c'est que si vous vous retrouvez dedans investi, ben, vous allez avoir une ligne qui va rien faire pendant peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, je sais pas. Donc voilà, donc je préfère plutôt saisir sur l'opportunité. Par contre, il y a un signal qui est très intéressant, par contre, qui s'est déclenché là, vous voyez, en unité de temps, à mon avis, court terme. Alors vous voyez, il y a une belle réduction de volatilité là. On le voit, hein, les bougies là, ici, mensuelles, qui ont été très fixées, très courtes. On va le mettre en unité de temps journalière. Voilà, et on voit qu'ici, voilà, quand même plutôt pas mal. On a eu hop, une belle réduction de volatilité là, comme tout à l'heure. Je vous parie que les volumes ont fortement chuté aussi à ce moment-là. On va regarder. Non, pas forcément. Pas forcément. C'est pas forcément le cas. Il y a eu un petit peu, mais c'est pas forcément significatif. Donc voilà. Mais par contre, c'est quand même assez intéressant parce que là, on peut avoir effectivement un petit signal, quelque chose qui peut se déclencher pour pouvoir aller chercher les 232 $. Mais c'est du trading. Voilà, c'est plus en mode trading. Donc pourquoi pas en trading, en accompagnement de momentum. Mais en long terme, pour ma part, je préfère me mettre sur le côté. Ensuite, tu nous as parlé de GFL, c'est ça, je crois. Oui. GFL environnemental, elle est là. Alors là, c'est pas mal, hein, parce que donc c'est un graphique qui date de 2020 à nos jours, donc on n'a pas énormément de recul. Par contre, on a un graphique assez propre. On pourrait y voir un canal haussier, assez joli, voilà, assez propre. Et donc, moi, je pense qu'il va falloir surveiller ce qui va se passer là, à proximité de ce bas de canal, qui correspond en plus à quelque chose près, ici, regardez comme c'est beau, qui correspond au plus haut ici de 2021, au plus haut ici de 2023 et au plus haut ici de 2024. Donc ici, là, ça devrait être à peu près les 50 $, quoi, grosso modo. Là, il va falloir regarder ce qui se passe. Parce que si vous avez un petit signal qui se déclenche là, je pense que ça peut valoir le coup de le prendre, à la fois en long terme et à la fois en swing trading, quoi. Voilà, c'était tout, je crois. De mémoire. Ouais, c'était ça. Tu gardes la main. Voilà, on arrive un petit peu à la fin quand même. Ça fait presque 1 heure et demie qu'on est ensemble. Il y a encore beaucoup de questions. On ne pourra pas malheureusement tout faire aujourd'hui. Mais promis, hein, sinon on refera le même format euh, prochainement et on pourra continuer à répondre à toutes les questions parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'ai une question très précise de Romy. BNP, est-ce que BNP pourrait revenir sur sa moyenne mobile 200 jours? Donc c'est assez précis. On va regarder avec plaisir. Alors, BNP, le secteur bancaire, ça a été le secteur qui a le plus progressé, notamment en Europe, l'année dernière. Je me demande même si ce n'était pas le cas l'année d'avant. Je crois que sur 3 ans, retenez ça, sur 3 ans, le secteur bancaire européen a fait mieux, l'Eurostoxx Banks a fait mieux que le Nasdaq. Donc c'est une performance absolument délirante des bancaires qui ont été démontés, surtout les bancaires européennes, depuis évidemment la crise des subprimes de 2008. Retenez l'idée qu'en France, vous avez aujourd'hui 3 bancaires cotés, elles étaient 4 jusqu'en 2021, donc BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale. La quatrième, c'était Natixis, qui était la fusion des banques populaires et des caisses d'épargne. Qui a subi une OPR en février 2021 ou quelque chose comme ça. Bref. Donc elles sont plus que 3. Aujourd'hui, retenez l'idée que historiquement, je vais compléter. Historiquement, BNP Paribas, c'est la meilleure fondamentalement. Deuxième, Crédit Agricole fondamentalement, hein, en termes de solidité. Et troisième, vraiment troisième, hein, troisième et demi presque, même si elles sont que 3, Société Générale, qui est une banque qui a été évidemment très impactée en 2008, notamment, mais pas que, hein, notamment par bien sûr l'affaire Kerviel, etc., qui a fait très très mal, à la fois en termes de réputation, mais en termes de solidité, hein, bien sûr. Donc voilà, les choses ont un petit peu changé sur les bancaires. Pour moi, c'est un secteur évidemment que pour ceux qui me connaissent, que je connais très bien, parce que moi je suis né dans les banques. J'ai commencé ma carrière à la banque à 19 ans. Donc j'ai fait 20 ans de banque, donc je les connais très bien.
Crédit Agricole, pour moi, a tellement rattrapé son retard entre guillemets sur BNP Paribas que je crois même que en termes de potentiel, je pense même qu'aujourd'hui Crédit Agricole elle est devant BNP Paribas pour moi. Donc à choisir aujourd'hui, si vous me dites sur les trois bancaires laquelle il vaut mieux privilégier, je dirais peut-être Crédit Agricole. Bref, je ferme la parenthèse, mais ça peut vous donner une idée, et puis après vous ferez vos propres recherches. Bon, historiquement, le secteur bancaire, c'est un secteur qui semble sous-valorisé. C'est-à-dire que historiquement, c'est un secteur qui s'est payé 8 fois les bénéfices, 7 fois les bénéfices. Pourquoi? Parce que quand l'économie morfle, le premier secteur qui morfle, c'est les bancaires. Et pourquoi? Parce que si une entreprise ne peut pas rembourser son prêt, c'est l'entreprise qui fait faillite, mais ça peut être potentiellement la banque. Il y a beaucoup de prêts qui ne peuvent pas être remboursés. Donc en général, il y a une prime, si vous voulez, négative sur le secteur bancaire. Ça, il faut comprendre que des fois, quand vous allez screener des valeurs, vous allez retrouver des bancaires sur des niveaux de valorisation pas chers. Vous allez vous dire, c'est une opportunité. Il faut faire attention parce que historiquement, ça a toujours été comme ça. Surtout sur les bancaires européennes. C'est un petit peu moins vrai, quoique sur les bancaires, américaines, mais c'est très vrai sur les bancaires européennes. Bref, je ferme définitivement la parenthèse. BNP Paribas, elle est venue, c'est la seule d'ailleurs des trois bancaires à avoir fait un nouveau plus historique. C'est pas le cas de Crédit Agricole et c'est pas le cas de Société Générale. Je suis en dividende non réinvesti sur ces graphiques, donc ça aussi il faut le prendre en considération. On est allé faire un nouveau plus haut historique de quelques euros, voilà, ici, et derrière on a vendu. Donc, pour moi, est-ce que c'est une opportunité? Moi, sincèrement, je serais très gourmand, y compris sur BNP Paribas. Voilà, moi j'attendrai minimum, on va regarder en graphique journalier la moyenne mobile qui nous à 200 jours, mais j'attendrai minimum, vous voyez, la zone ici là des 60 euros. Voilà, cette zone-là, pour moi, pourquoi pas, qui correspond au plus haut de 2022, de 2002, au plus haut ici de 2009, au plus haut ici de 2013, de 2015, au plus haut ici de 2022, de 2023. Voilà, toute cette zone-là, pour moi, ok, ça correspondra aussi à la moyenne mobile ici à 200 mois. Voilà, 60 euros, c'est pas mal. Maintenant, je regarde à court terme et la moyenne mobile, effectivement, à 200 jours. Bien vu, effectivement, on fait un appui sur la moyenne mobile. Moi, je suis pas un fan des achats sur les moyennes mobiles comme ça journalières, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout, j'aimerais bien en fait une petite confirmation, voilà, en passant par exemple une petite oblique. Vous voyez, vous tracez une petite oblique, et si effectivement on a une cassure de cette oblique-là, éventuellement, on peut retrouver effectivement ce niveau-là, pourquoi pas des 90, etc. Mais c'est plus en mode trading pour moi, ou en tout cas swing trading, que en mode investissement. Voilà pour BNP Paribas. Je te remercie. Donc, on va faire deux choses. On va faire un petit point sur l'ensemble, hein, que j'ai créé un petit portefeuille. On va voir le profil risque-bénéfice du portefeuille. Et je reviendrai vers toi tout à l'heure, Tino. On va quand même répondre à une dernière question un petit peu générale de Steph qui nous dit un petit point sur le CAC 40 après le rebond d'aujourd'hui. Je reviendrai vers toi tout à l'heure pour terminer là-dessus. Je fais juste le point sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Hop, je prends la main dessus. Donc, ce que j'ai fait, hein, j'ai créé une watchlist avec les actions dont on a parlé aujourd'hui. Il y a une fonctionnalité sur l'IA pour avoir plein de choses hein, sur les portefeuilles personnalisés, plein de choses qu'on peut faire hein, avec son portefeuille personnalisé, poser tout un tas de questions. J'ai pris une question hein, qui était déjà paramétrée pour étudier le profil risque-bénéfice, risque-récompense des actions qui sont dans le portefeuille. Voilà ce qu'il en est ressorti. En résumé, les actions à faible bêta comme GFL et Republic Services offrent actuellement le meilleur compromis risque-rendement, combinant stabilité et potentiel d'appréciation, alors que Valneva affiche un risque extrême avec un bêta de 1,27 et un rendement attendu de 120%.
7%, mais sur fond de pertes et de grande volatilité. Voilà le tableau un petit peu récapitulatif de ce qu'on a vu avec les prix, voilà, le potentiel haussier selon les analystes, les rendements passés, la volatilité moyenne sur 3 mois et surtout le plus intéressant, ça va être la dernière colonne ici, le take de Warren AI, de l'intelligence artificielle, ce qu'elle en pense en quelques mots. Sur GFL, on a un risque bas potentiel attractif, Republic Services défensif, rendement solide. Sur Sword, croissance modérée, dividende élevé. Sur Stiff, très spéculatif, volatilité élevée. Infotel, faible risque, rendement attendu. Valneva, risque extrême, spéculatif. On a sur Booking cyclique, volatilité élevée, et sur Accor, on a un bon équilibre, dividende correct. On va retenir que les plus faibles bêta sont synonymes de moindre volatilité, tandis que Valneva et Booking affichent un risque de marché plus marqué. On a les rendements attendus sur le titre. Je vous laisse regarder tout ça rapidement. Vous pourrez revenir dessus, hein. Le live va rester disponible sur la chaîne YouTube et vous le recevrez par mail pour ceux qui sont passés par le site. On a les interpréteurs qui offrent le meilleur profil, les gagnants équilibrés. On a GFL, RSG et INF qui combinent faible risque de marché et un rendement attendu raisonnable, parfait pour un investisseur prudent. On a les spéculatifs qui vont aller sur du Valneva, potentiel explosif mais perte de volatilité et volatilité extrême, réservé au profil très offensif. On a les stades du dividende avec Sword, Infotel, qui marie rendement du dividende et potentiel d'appréciation, un combo rare. On a les cycliques à surveiller, Booking et Accor, plus volatiles mais upside attractif si le cycle secteur repart. Effectivement, Booking et Accor qui sont tous les deux dans le secteur hôtelier qui souffre pas mal en ce moment. Un portefeuille équilibré, privilégier les titres à faible bêta et dividendes solides avec RSG, Inf et Sword. Les profils offensifs peuvent diversifier avec Stiff et Valneva ou Valneva, mais en acceptant un risque de perte plus élevé. Voilà un petit peu le résumé que nous a fait l'IA d'Investing Pro sur les actions qu'on a retenues aujourd'hui. Encore une fois, hein, il y a eu beaucoup de questions, on n'a pas pu tout faire, mais c'est un format de live qu'on va bien évidemment reprendre hein, dans les semaines à venir. Sur le CAC 40, je vais faire un petit point technique hein, puisque c'est sur du court terme sur la séance d'aujourd'hui. Je vais rester sur un graphique horaire et je vais lancer une petite analyse graphique, une analyse technique hein, que va faire Paria, là aussi le modèle d'Investing Pro. En attendant, Tino, je peux te passer la main, un mot peut-être sur le marché, le CAC 40 en ce moment, peut-être point de vue et technique. Ouais, alors, je vais essayer de résumer, de vous montrer l'analyse aussi du CAC, même si évidemment on est suspendu, aux infos. Bon, on est dans une situation, si vous voulez, sans rentrer dans les détails, parce que de toute façon, personne n'a les tenants ni les aboutissants. Il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ce qui se passe. Il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport au conflit. Moi, le premier, je le confesse, lors des événements en Ukraine, il y a 3 ans déjà, je crois, ou 4, je sais plus, tellement ça passe vite. Je pensais sincèrement que le conflit allait durer 3 semaines, et on y est encore. Donc il faut un petit peu retenir les leçons et faire preuve d'humilité quant au conflit actuel. On est dans un monde complexe, on est dans un monde, si vous voulez, qui a changé aussi sur le fait que les conflits sont très différents pour moi par rapport à ceux d'il y a 20 ans, en ce sens qu'aujourd'hui, vous avez des drones de 20 000 dollars, des drones iraniens qui obligent des missiles américains à 3 millions de dollars à exploser. Donc, si vous voulez, il y a un rapport aussi, il n'y a pas que le rapport de force, parce que le rapport de force, on se doute bien que les Américains sont plus costauds que les Iraniens, c'est pas tant ça, mais il y a d'autres, c'est beaucoup plus compliqué aussi, beaucoup plus complexe, parce que on le voit, il n'y a pas de volonté pour le moment d'intervenir au sol en Iran. Il y a la guerre coûte
très cher, très très cher. Hein. La dernière fois, je sais pas si c'est pas 1 milliard de dollars par jour que ça coûte, la guerre en Iran. La dernière fois, ils ont dit des chiffres, c'est absolument délirant. Le paiement des hommes, les armes, les munitions, ça coûte un fric fou. Un fric fou, ça fait monter, évidemment, bon, on l'a vu, les cours du pétrole, des matières premières dans leur ensemble. Vous regardez la plupart des ETF matières premières, moi j'en ai présenté un sur ma chaîne en début janvier en disant que la configuration était belle et que ça pouvait être intéressant, et derrière, en 3 mois, l'ETF a pris 40%. Et puis, vous avez un impact sur les taux aussi obligataires qui ont explosé, les taux à 10 ans notamment, américains, européens, etc. Ce qui fait que là aussi, ça ne va faire qu'amplifier aussi la dette et les difficultés économiques. Donc, si vous voulez, pour résumer, tout ça est très complexe et encore une fois, il faut faire preuve d'humilité devant tout ça et se dire que il vaut mieux des fois attendre un signal plutôt que d'essayer de l'anticiper parce qu'on anticipe, le marché baisse et au final, on paye quand même 30% de plus que si on avait entendu un rebond de 10%. Voilà. Donc là aussi, il faut faire attention. Si je devais dire quelque chose sur l'issue potentielle dans ces prochains jours, c'est qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que Trump n'a aucun intérêt à ce que ça dure. Quand je dis Trump, je parle, Trump représente l'Amérique, donc je parle des États-Unis. Les États-Unis n'ont aucun intérêt à ce que la guerre dure, on le voit. Les États-Unis, les chiffres économiques américains ne vont pas forcément bien. On a le taux de chômage, d'ailleurs, regardez-le, ça va être très intéressant, le taux de chômage américain mensuel vendredi, stat hyper importante, qui est attendu à 4,3 de taux de chômage. Pour moi, la limite, c'est 4,5, 4,6. Au-delà, ça sera très, très dangereux pour les États-Unis. Donc, pour moi, les États-Unis n'ont pas le moyen de faire durer cette guerre. Plus elle va durer, plus les risques d'une récession, y compris aux États-Unis, seront grands. Quand je dis qu'elle dure, je parle de quelques semaines. Hein. Il suffirait que la guerre dure 3-4 semaines de plus avec un pétrole qui continue de monter pour que ça ait un impact extraordinaire négativement sur l'économie de manière générale. Regardez le graphique du pétrole. Vous regardez le graphique du pétrole. Vous le superposez avec le graphique du S&P. Vous regardez l'explosion du pétrole. L'explosion du pétrole quand il a dépassé les 120 et 150 et 140 dollars dans l'histoire. Systématiquement derrière, vous avez eu des récessions. Systématiquement. Donc là, vous voyez, on est un peu à la limite. On est à $1 à 110 dollars, un pétrole à 110 dollars le baril. Il faut pas que ça explose plus que ça. Et vous avez d'ailleurs sur le Brent, vous avez une zone de résistance à 120 dollars de mémoire. On a fait un double top dessus. Il faut surtout pas casser ce double top. Si vous cassez le double top des 120 dollars, attention. Le marché, là, pour le moment, il baisse, mais bon, on voit quand même, il y a de la résilience. Pourquoi il y a de la résilience? Parce que il y a de l'argent quand même, les gens ont besoin d'investir. On a des marchés qui sont toujours sur les tendances haussières. On a l'habitude de marchés quand ils baissent, qui soient souvent repartis à la hausse. Donc, tout ça, c'est quand même ancré. Mais attention quand même de ne pas avoir une mauvaise surprise et de ne pas avoir tout à coup la poudrière du baril qui se met à prendre feu et qui dépasse les 120 dollars. Et là, on pourrait avoir des conséquences graves. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse, ça c'est pour faire un petit peu le point géopolitique. Donc pour moi, il y a beaucoup d'observations et applications surtout des zones long terme. Pour moi, le swing trading, pour le moment, il faut le mettre de côté. Il faut juste faire ce qu'on a fait aujourd'hui, notamment avec vous et avec Gilles, c'est-à-dire choisir des entreprises qui ont des bons fondamentaux, les meilleurs possibles, et les payer dans les zones de prix les plus évidentes à long terme, sur des niveaux de valorisation les plus intéressants à long terme. Pas pour avoir des points bas, mais pour se dire, même si le titre va plus bas dans les prochaines semaines, je sais que le prix que j'ai acheté, c'est quand même un bon prix. Voilà. Et je sais que, a priori, il y a de grandes chances que je retrouve mon argent, voire même que j'en gagne dans les 5 années à venir. Concernant le CAC 40 et l'analyse du CAC 40, pour moi, évidemment, on est toujours dans des tendances haussières, il n'y a pas de sujet. On est sur des tendances haussières de long terme. Là, finalement, quand on prend du recul, on a juste une bougie rouge. Voilà, une bougie rouge mensuelle, point à la ligne. C'est pas grave, c'est des bougies qui arrivent régulièrement. Même lors du trend extraordinaire entre 95 et 2000, vous avez eu dedans des corrections importantes. Donc on peut très bien, derrière, s'appuyer ici sur le support oblique et derrière, refaire un nouveau plus haut derrière. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc pour moi, la zone ici, elle va être extrêmement importante, la zone des 7003, 7004 sur le CAC. Si on casse cette zone-là, par contre, là, on casse pour moi la tendance de moyen terme. Et là, par contre, ça voudra dire retour potentiellement vers les 6008. Et c'est-à-dire cette zone-là, c'est-à-dire les plus bas. Vous voyez, il y a une zone ici qui avait été touchée en mars 2023, en octobre 2023 et en avril 2025. Donc, voilà.
pour moi, tant qu'on reste au-dessus, on est en tendance haussière. Tant qu'on reste là, on casse pas la tendance haussière. Par contre, si on casse tout ça, alors là, on est en grand danger. Mais voilà, d'ici là, j'espère qu'on aura fait d'autres webinaires avec Gilles pour pouvoir faire des mises à jour. mais voilà, donc pour moi, si vous voulez, le mot de la fin, dans le contexte actuel, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Premièrement, beaucoup d'humilité. Deuxièmement, beaucoup d'objectivité. C'est-à-dire appliquer des stratégies à long terme que vous avez préparées à l'avance, souvent le week-end. Le dimanche, c'est un très bon jour pour préparer les stratégies de long terme. Vous prenez les meilleures entreprises fondamentalement, même si elles sont chères, on s'en fout, fondamentalement. Vous mettez les graphiques et vous appliquez des zones d'accumulation. Vous répartissez votre portefeuille entre différents secteurs de manière équipondérée ou à peu près. Vous sélectionnez les entreprises que vous connaissez le mieux et qui ont les meilleurs fondamentaux et vous sélectionnez les zones, vous mettez des alertes. D'ailleurs, sur Investing, vous avez l'application Investing. Vous pouvez créer un compte gratuitement et moi, c'est ce que je fais depuis toujours avec Investing. Et vous mettez l'alerte sur les zones que vous souhaitez. Par exemple, dites tiens, je sais pas moi, voilà, Nvidia sous les 130 $, ça m'intéresse. Ben, vous allez sur l'application Investing, vous cliquez sur Nvidia, vous mettez l'alerte en dessous de 130 $. Et automatiquement, vous recevez et une notification et même un mail qui vous prévient automatiquement que ça y est, l'entreprise, elle est sous les 130 $. Et après, vous appliquez votre stratégie. Donc voilà, en résumé, pour moi, humilité et objectivité pour le long terme. Là, en ce moment, c'est le moment, je vous le dis, hein, c'est le moment de s'intéresser à la bourse plus que jamais parce que on revient enfin sur des premiers niveaux de valorisation qui commencent à être intéressants. C'était pas quand on était sur les ATH qu'il fallait s'intéresser à la bourse. Hein. C'est maintenant qu'il faut commencer à s'y intéresser. Voilà. C'est une erreur qu'on retrouve souvent. Quand tout le monde en parle, quand ça monte, les gens arrivent et c'est trop tard. Alors que c'est maintenant que c'est les soldes, que c'est maintenant qu'il faut en profiter pour commencer à accumuler petit à petit son portefeuille. Alors, je reprends un main, Tino, pour terminer, quelques mots sur technique sur le CAC 40, peut-être un peu plus court terme, pour notre ami qui a posé la question. Hop. Hop là. Donc la liste des actions qu'on a regardées, on la gardera. Pour la plupart sont quand même, on le voit, sous-évaluées, donc il y a du potentiel dessus. Ils ont bien choisi les questions pour les analyser. Il y en a pas mal qui sont intéressantes. Je reviens sur le CAC 40. Donc sur le CAC 40, j'ai généré des analyses techniques sur le graphique. J'ai fait une analyse technique en journalier et une en horaire. On va commencer par l'analyse en journalier, ce que ça dit. On a un rebond fragile surplombé par la résistance. La situation actuelle, après avoir touché le creux de 7505, remonte timidement, porté par un potentiel, une bougie en retournement haussier, un Morningstar, une étoile de jour. En formation du 26 au 30 mars, on a un RSI à 35, les volumes dans la moyenne, ce qui ne traduit ni capitalisation ni euphorie haussière. On a un mur de résistance à la hausse, donc on peut avoir du mal à remonter. On a les scénarios de trading qui sont partagés par l'analyse technique de chez Investing Pro sur l'IA. Quand vous générez une analyse graphique par IA, vous avez toujours des scénarios de trading à la hausse, à la baisse. En l'occurrence, ici, en journalier sur le CAC 40, on n'a qu'un seul scénario. Il est baissier, agressif, avec une confiance moyenne. Donc, il n'a pas trouvé de configuration technique avec une confiance haute. Ça peut arriver parfois des confiances plutôt basses. Ici, on est sur un scénario baissier en journalier avec un profil agressif, avec un niveau d'entrée supérieur à 7930, le rejet sur la résistance du Fibonacci 38,2%, plus la moyenne mobile 20. Donc, en journalier, le stop loss, l'objectif, le RR, risque bénéfice, la confiance pour les traders actifs et à quoi s'attendre après
l'entrée du train, d'attendre un échec net sous les 7930, surveiller les échecs de rejet sur le graphique journalier, viser un retour vers le support récent. Il explique, hein, quand il a expliqué un petit peu pourquoi, le contexte pédagogique autour de l'analyse. Sur le graphique horaire, on va être un peu plus beaucoup plus court terme, hein, quasiment de l'intraday. Là aussi, il va nous donner des scénarios, 2 scénarios haussiers et un scénario baissier alternatif. On a un scénario, une configuration plutôt pour les traders agressifs et un autre, hein, pour les plus conservateurs pour continuer à jouer le rebond en intraday avec des confiances plutôt moyennes. Donc, il n'y a pas de configuration technique, hein, où il est extrêmement confiant dessus. Donc, agir avec prudence si vous le souhaitez. Continue toujours, hein, les explications techniques. J'ai aussi demandé, est-ce le moment d'acheter le CAC 40 et les indices boursiers d'une manière, hein, très générale? On va aller sur la conclusion qui est intéressante. Acheter maintenant le CAC 40 ou les grands indices. Statistiquement, la probabilité d'un rebond rapide reste faible tant que la volatilité reste élevée et la tendance négative. Les signaux techniques ne montrent pas de capitulation claire ni de signal de retournement majeur. Pour les investisseurs prudents, il vaut mieux attendre un retour de la stabilité et des premiers signes de reprise sur les marchés européens, puisqu'on a demandé sur le CAC 40 et les indices liés au CAC 40, donc les indices européens, ça va être exactement la même chose sur les indices américains également. Voilà. On va arriver tranquillement sur la fin. On a regardé quand même une belle liste d'actions. Vous repartez, j'espère, avec quelques idées d'actions intéressantes. Pour ceux qui ont posé les questions, un grand merci à vous. J'espère que les analyses vous ont aidé dans votre perspective d'investissement sur les actions que vous surveillez en ce moment. Pour les autres, vraiment désolé, on n'a pas pu, hein, dans le temps imparti, répondre à toutes les questions. Vous avez été très nombreux. Un grand merci à toutes ces questions, mais promis, hein, on refera un format similaire prochainement, toujours avec Tino. On reviendra. Vous pourrez toujours poser vos questions sur les actions. Je retiens les actions qui ont été analysées, comme ça on en analysera d'autres. Voilà. Je te laisse, Tino, dire le mot de la fin. Moi, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube, sur des vidéos, sur d'autres lives parfois que j'anime personnellement. Promis, je fais quelque chose pour le micro pour la prochaine, micro qui m'a lâché. Et voilà. Tino, je te laisse terminer là-dessus. Merci beaucoup, Gilles, c'était super. Oui, bon, bah, c'est sûr que je comprends, hein, dans des moments comme ça, c'est vrai que ces lives plaisent parce que bah, chacun a envie de voir ses valeurs ou les valeurs qu'il surveille. On renouvellera ce format-là, on fera ça bientôt, voilà, très bientôt, parce que c'est toujours un plaisir et c'est toujours hyper enrichissant. Puis en plus, on découvre des valeurs. On découvre des valeurs. Donc, Aussi, ouais. ouais, donc ça, c'est super intéressant. Donc, merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt sur la chaîne des Dessing. Ouais. Sur la chaîne de Tino aussi, allez regarder ses contenus aussi. Tino Bourse, alors, il est partout, hein, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Vous n'aurez pas de mal à retrouver ses analyses. Allez, Merci bonne beaucoup. soirée à tous et on se retrouve très vite. Au revoir.